Salut à tous, merci d'être ici à ma table ronde qui n'est pas ma table actuellement parce que nous sommes chez Estelle. Merci Estelle de nous accueillir chez toi dans ta petite maison. Quoi ? Mais elle est ronde. Mais elle est ronde, oui, pour une fois. C'est vrai. Si j'ai table carrée, en fait ça dépend des gens qui m'accueillent, hein. C'est vraiment très aléatoire. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle table ronde sur le sujet de la confiance en soi. Un sujet qui est très touchy, tous mes invités sont actuellement à 2 doigts de faire un infarctus. Mais ça va, on va tous gérer, on va tous parler en mode chill. Déjà, on va se présenter. Où suis-je là ? Présentez-vous un à un avec les mots que vous souhaitez. C'est tellement dur. Du coup, je m'appelle Estelle et je vis sur Angers, là où on est actuellement. Et moi, c'est Andéol et je suis ingé son sur Angers également. Et fais ta pub pour le studio. Et venez bien sûr enregistrer au studio d'Angers. Il vous accueillera avec plaisir. Et moi, du coup, c'est Kylian, donc le frère d'Anouk, qui habite aussi à Angers, qui est étudiant à Angers en master d'écologie. C'est marrant, il parle de lui à la troisième personne. Genre comme si c'était... je vous présente... Et puis moi, je vais pas me présenter à chaque fois. Non, je dis ça à chaque fois, hein, mais voilà. Donc moi. Est-ce que vous pouvez essayer un à un en quelques mots quand même. Enfin, falloir étayer un peu, mais genre votre histoire, si vous devez faire, je sais pas, un grand pas sur toutes les années, les grandes étapes un peu qui ont construit votre confiance en vous. Si vous deviez résumer un petit peu pour qu'on connaisse un peu les histoires de chacun. Je vais bien commencer. Vas-y. C'est pour la confiance en soi. C'est ça. Allez, c'est un challenge. Moi, j'ai commencé sur des bases assez fragiles au niveau de la confiance personnelle. Je pense que c'est le cas de pas mal de gens qui sont un peu introvertis. Ça s'est amélioré avec le temps quand même. Je pense que tout le monde passe un petit peu par cette phase entre ados et adultes où vraiment là il y a une construction qui est très importante et du coup la confiance en soi elle est mise à l'épreuve tout le temps. Est-ce que tu as des étapes dans ta vie où tu t'es dit voilà j'ai passé un level genre où t'as senti qu'il y avait eu un changement un peu? Déjà, accepter la table ronde. Game changer. Un déol avant, un déol après. Je trouve qu'on est obligé de relever des challenges pour essayer de renforcer cette confiance en soi. Sinon, en fait, on a tendance à toujours s'enfermer. Mon métier aussi m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Le fait de recevoir du public, des clients tout le temps, ça force à... discuter avec eux, avoir des interactions sociales et c'est vrai que ça aide beaucoup et au final moi ça m'a apporté pas mal de positif. En fait c'est juste en pratiquant je pense que ça se développe et ça se consolide un petit peu avec le temps. C'est ça. Moi c'était pareil, j'étais de nature très un peu introverti aussi, je le suis toujours et j'ai toujours été très calme aussi et je dirais aussi, moi en tout cas c'est vraiment ce qui a en grande partie construit ma confiance en moi, c'est le sport. Et le dépassement de soi. Moi, depuis que je suis tout petit, je nage énormément. Se dépasser physiquement, ça te fait te sentir extrêmement bien mentalement. Ça te fait te sentir confiant. Et du coup, ça participe... en fait, comme tu sais que tu arrives à te dépasser dans un domaine, ça te met en confiance. Et du coup, tu te dis, si j'ai réussi à le faire dans ce domaine-là, je peux très bien le faire autre part. Tu vois. Des fois, on a des croyances limitantes sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va se dire, ouais, je pensais que j'étais pas capable de ça. Et te prouver à toi-même qu'en fait, t'as réussi à le faire, ça va venir mettre le doute sur toutes les autres fois où tu pensais ne pas y arriver. Tu vas dire, en fait, si, peut-être que je vais y arriver. Et du coup, à force de faire... C'est une espèce de... un peu de sport mental où tu te dis, en fait, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Et puis, tu te challenges et au fur et à mesure, tu te rends compte que tu es capable. Et donc, tu bâtis ta confiance en toi. Mais c'est vrai que toi, tu as beaucoup fait ça avec le sport. Ouais. En vrai, la deuxième chose, c'est le regard des autres pour moi qui a une grosse influence sur sa confiance personnelle. C'est à partir du moment où tu prends énormément en compte ce que pensent les autres, leur jugement, etc., tu vas avoir tendance à te limiter dans ce que tu as envie de faire. Et donc, tu es moins confiant et du coup, ça empathie sur ta confiance en toi. Donc, je dirais que faire semblant d'être confiant, ça participe énormément à avoir une vraie confiance en soi. Fake it until you make it. Je sais pas si vous connaissez ça. Exactement. Ok, tu peux à un moment de ta vie ne pas être à 100% confiant en toi-même, etc. Mais si tu fais l'effort de faire semblant de l'être, etc., il y a un moment donné où ça va le devenir réellement. Quoi. Tu vas vraiment être confiant et ça roulera tout seul. Moi, je dirais plus que du coup, c'était un peu l'inverse. J'ai toujours été un peu extravertie, toujours eu confiance. Et petit à petit, en avançant dans ma vie, j'ai eu des épreuves où je me suis dit ça me fait perdre confiance. Et après, c'est que du travail pour le regagner, entre guillemets, et essayer d'aller plus loin. Mais moi, j'ai pas eu trop ce truc de prendre de la confiance forcément au fil des années. D'accord. Je pense que je l'ai toujours eu un peu au fond de moi.
et que juste c'est une question de l'assumer et de faire en sorte de le montrer et d'être bien avec ça. Parce qu'il y a eu aussi la période je pense que c'est un peu compliqué pour tout le monde à cette période-là, c'est un peu dans la construction aussi au moment où t'es au collège, lycée. Donc on parlera plus tard des événements qui t'ont fait perdre confiance en toi, ou tu veux dire ça maintenant? Je peux en parler, il y a un peu déjà tout ce qui est événement familial, tout ce qui va être décès, ce genre de choses, tu t'y attends pas forcément. Le harcèlement, parce qu'on peut en parler, que ce soit juste sur le physique ou sur des réflexions qu'on va te faire ou des choses comme ça. Même le regard des gens en vrai. Les couples, l'amour, qui compte beaucoup aussi. Donc c'est un peu tous ces trucs-là qu'on fait que je pense j'en ai perdu à des moments de ma vie, mais j'ai jamais été au moment où je l'ai perdu définitivement, tu vois. Pendant un petit moment, et après ça revient naturellement, après, quand tu te concentres sur toi-même un peu plus. Et donc du coup, tu t'es fait harceler au collège ou c'était plus des petites réflexions ou des regards sur le physique, sur comment t'es habillée. Je pense qu'aujourd'hui c'est un peu moins présent qu'avant, mais avant, il y avait beaucoup de choses comme ça. Enfin, fallait vraiment correspondre à la norme, et si t'étais pas dans la norme de ce qui se faisait, forcément. En vrai, le collège c'est sauvage. Hein. Les enfants ils sont impitoyables. Et puis la norme est hyper stricte, tu vois. En tout cas avant, moi je trouve que c'était hyper strict. Fallait porter un slim, fallait avoir ci, fallait avoir ça, sinon t'étais pas bien accepté. Et à partir du moment où tu dénotais un peu, ou juste on n'avait pas forcément quelque chose à faire de ça. Il y avait beaucoup d'harcèlement et on te faisait sentir que t'étais différent, que t'étais exclu et que voilà. Moi j'ai un peu vécu la même chose. Comme Andéol, je dirais, je suis partie avec des bases de confiance en moi très fragiles. En fait c'est bizarre parce que quand j'étais jeune, j'étais comme toi en fait, très confiante. J'étais une personnalité, et souvent on était très différents, mon frère et moi. Kylian c'était quelqu'un de très calme, très introverti, et moi j'étais un peu la pile électrique. J'étais comme ça quand j'étais en primaire, et après arrivée au collège, j'ai perdu toute confiance en moi parce que comme tu dis, jugement du physique, tout ça, je donnais énormément d'importance à ce que les autres pensaient de moi. Et je pensais que comme c'était extérieur, ça valait plus que ce que moi je pensais, parce qu'ils voyaient sans doute un truc que moi je voyais pas. Et j'avais pas confiance en ma propre analyse. Donc si quelqu'un me disait t'es moche, pour moi c'était vrai, parce que ça venait de l'extérieur et que c'est que je voyais peut-être pas de la même façon que cette personne-là et que je le croyais forcément. Et du coup, je me suis un peu perdue à vouloir plaire à tout le monde et à me dire en fait, il faut que je sois comme ci pour que cette personne me dise t'es bien comme ça. Je cherchais la validation dans les yeux des autres, sauf que c'est impossible en fait. Il y aura toujours quelqu'un qui va pas te valider, qui va te... Et puis de toute manière, si t'es pas en accord avec toi-même, tu peux aller chercher la validation auprès de n'importe qui. C'est ça. Tu trouveras jamais vraiment cette stabilité, cette confiance en toi. Par exemple, quand tu testes quelque chose niveau physique, un vêtement, une coupe, un machin, dans ta tête, en fait, c'est tellement un événement que quand tu sors, t'as l'impression que tout le monde te voit. Alors qu'en fait, la terre entière s'en bat les couilles. S'en bat les couilles. Mais vraiment, il calcule zéro. Tu vois, quelqu'un de proche. Tu vas lui dire, ça, tu le trouves comment ? Alors qu'on sait, c'est pas à eux qu'il faut que ça plaise, c'est à toi et à toi-même. Justement, sur le style vestimentaire, moi je sais que le collège, ça a été un moment qui a été très très dur pour moi, parce que moi je sais que le style vestimentaire, j'ai toujours vu ça comme une armure. Je me suis dit, si j'ai un style un peu décalé, un peu intriguant et tout, on va penser que j'ai une personnalité et donc on va pas me faire chier. Et donc, c'est un peu une façon de me protéger. Quand j'étais au collège, on a vécu dans une ville un peu bobo, et avec un peu le style un peu... voilà, c'est ça. Et moi, j'adore toujours, je porte toujours ce genre de choses. Tout ce qui est Doc Martens, les trucs un peu rock et tout. Je voulais m'habiller comme ça. Et en fait, j'en parlais souvent à mes parents. Et mon père, qui écoute beaucoup de musique un peu underground, tout ça, c'est beaucoup de styles comme ça. Et du coup, il me disait, mais vas-y, porte, tout ça. Et un jour, j'ai acheté des Doc Martens, mais violette, tu te rappelles ? Violette vraiment fuchsia, quoi, le truc, tu me remarques dans toute la ville. Et j'étais trop fière, j'étais là en mode, j'ai des docs et tout, parce qu'en plus, les docs, ça coûte cher. Donc vraiment, pour moi, c'était un truc de malade, quoi. Un bel investissement. Et j'arrive à l'école, et là, il y a des gens, mais tout le monde se fout de ma gueule, en mode, mais c'est quoi tes chaussures de chantier, là, c'est affreux et tout. Et j'étais vraiment, mais la paria, quoi, vraiment la honte. Et toute la journée, j'avais envie de me couper les pieds, hein. Je n'en pouvais plus de ces chaussures, tout le monde me voyait, c'était horrible. Et je suis rentrée chez moi, et je me rappelle, j'ai pleuré, j'ai dit, je porterai plus jamais mes chaussures. Et mon père, il m'a fait, alors déjà, t'as vu le prix ? Non, tu vas les porter, tes chaussures, en fait, tu vois. Parce que, voilà. Et il m'a dit, mais en fait, ça te plaît à toi.
donc tu vas les porter, les autres on s'en fout. Et en fait c'est comme une espèce de désensibilisation, tu vois, à force et à force de te confronter au rire, aux moqueries. En fait les gens au bout d'un moment ils arrêtent parce qu'ils voient que ça te fait plus rien. Et en fait j'y suis allée à fond, c'est-à-dire que j'ai vu la faille, j'ai fait ok, je suis grave mal à l'aise, bah je vais aller à fond. Donc du coup j'avais des trucs pieds de poule, mais j'étais hyper excentrique. Et en fait les gens ils voyaient que ça me faisait rien. Genre en vrai à l'intérieur j'étais en PLS hein. Mais les gens s'acharnent pas sur des gens à qui ça fait rien. C'est ça. Souvent, tu vois, plus tu le prends mal, plus ça te touche. Je vois plus qu'ils les ont une gens vont y aller. emprise, en fait. Exactement. C'est ça. Tu donnes pas d'importance à la chose. Il faut être vraiment en mode je m'en fous en fait. Je fais ça pour moi. Et en fait, dans le fond, j'avais un peu plaisir à me dire mais moi je suis différente. Je suis pas habillée genre avec des Stan Smith. Rien contre les Stan Smith, hein, vraiment. Mais vous avez compris quoi. Genre vraiment le truc classique et tout. Moi, j'étais heureuse d'avoir un petit style un peu stylé quoi. Et au fur et à mesure du temps, les gens m'ont laissé tranquille. Et là où vraiment je me suis dit mais vraiment les histoires de mode mais ça ne veut rien dire. Un an après c'est devenu à la mode de porter des Doc Martens et il y avait plein de meufs qui avaient des Doc Martens qui venaient me voir en mode ouais t'as acheté où tes chaussures, elles sont trop stylées et tout. J'étais en mode vraiment la roue tourne en fait genre et après je suis allée dans un lycée qui est beaucoup plus dans la vraie vie et avec des gens qui viennent de partout et tout, mais j'étais une meuf lambda dans ce lycée genre clairement des docs il y avait que ça partout et tout et depuis en fait maintenant j'ai plus aucun problème à m'habiller excentrique parce que je sais que les gens me feront rien. Genre, je sais pas de quoi j'avais peur, que les gens viennent me tuer dans mon sommeil ou j'en sais rien, mais en soi, c'est juste des mots et il faut prendre du recul en se disant que maintenant, je me dis, les gens, quand ils critiquent, c'est souvent parce qu'eux ne seraient pas capables de faire ce que t'es en train de faire. Genre, il y a beaucoup de gens qui, c'est trop la critique facile, tu vois, il y a l'effet de groupe en mode, elle est mal habillée, nous, on est tous des moutons, allez, on va se mettre ensemble, c'est trop facile de la critiquer. Mais eux, ça se trouve, dans le fond, ils rêveraient d'avoir tes Doc Martens, tu vois. En fait, si t'es vraiment bien dans ta peau, t'as pas besoin de rabaisser les autres, tu vois. C'est sûr. Ce que tu disais par rapport à l'armure, moi à l'époque, maintenant c'est moins le cas, mais je le voyais vraiment à l'opposé. Moi personnellement, j'ai passé 2-3 ans à m'habiller complètement en noir, casquette. Quand t'es un mec, tu t'habilles en noir, casquette, tu es invisible. Pour les introvertis, qui est assez agréable parce que du coup tu sors dehors, t'as l'impression d'avoir disparu, quoi. C'est la cape d'Harry Potter. Mais c'est alors que tu vois, je trouve que il y en a qui se guérissent par le fait d'attirer l'attention avec le physique. Moi, je trouve que des fois, ça peut être l'inverse de, tu vois, se mettre dans sa bulle par rapport à ça. Après, c'est super dur parce qu'il y a des personnalités, tu vois, toutes les critiques que j'ai reçues, ça n'a pas non plus duré énormément, mais si ça avait duré sur des années et tout, là, on est sur du harcèlement et c'est beaucoup plus compliqué, tu vois, genre de dire faut se confronter jusqu'à ce que ça parte. Au bout d'un moment, genre c'est pas aussi simple des fois, tu vois. Du coup, moi, il y a un truc personnellement dans ma construction qui a beaucoup joué, mais je pense que vous aussi, c'est mes relations amicales et amoureuses. En fait, j'avais pas cette notion de limite. Je savais pas comment mettre mon cadre, genre ce que je pouvais autoriser, ce qui était normal, pas normal. Et du coup, quand tu pars avec une estime de toi qui est genre en dessous la terre, c'est très compliqué parce qu'il y a des gens qui le voient et qui en profitent clairement. Et du coup, c'est un cercle vicieux parce que ça accentue, on te traite comme une merde. Du coup, tu penses que t'es une merde. Donc ça vous parle, ça? Vous avez eu ce genre d'expérience? Enfin, moi, je sais quand je rencontre des nouveaux amis, je suis hyper méfiante et je mets vachement de temps à faire vraiment confiance à la personne. Moi, je suis pareil aussi. Parce que je suis arrivée à un stade, en fait, je me dis, j'ai même plus envie de laisser la chance qu'on me baisse ma confiance ou qu'on me fasse du mal par rapport à ça, en fait. Je préfère limite ne pas essayer, même si c'est peut-être horrible à dire, mais je préfère ne pas essayer du tout de me faire des nouveaux amis, ou en tout cas d'arrêter la relation, entre guillemets, une relation de collègue où oui, tu connais la personne plus ou moins, mais tu vas pas plus loin, que d'essayer vraiment de la connaître et de lui donner ma confiance et de laisser la chance qu'un jour il la brise sur juste une erreur de j'ai pas fait attention ou j'y ai pas pensé ou Là où je suis vraiment de plus en plus j'essaye d'être de plus en plus carrée, c'est de dire les choses, genre de dire mes limites et d'imposer mes limites et que quand une personne clairement m'a manqué de respect, de le dire. Et genre c'est super dur parce que tu vas au-devant de conflits, c'est ça en fait qui me pose problème, c'est le conflit, c'est-à-dire que j'arrive pas à gérer ça, d'avoir une personne en face qui est vraiment en colère, qui me sort des trucs horribles et tout, ça me démonte la gueule, genre j'arrive pas à tu vois, instinctivement je pleure, je ouais, suis pas bien. Mais c'est ça. Du coup moi je fais ça par SMS, faire ça dans la vraie vie, laisse tomber, genre moi dès qu'on me hurle dessus je pleure, donc du coup c'est très compliqué, tu vois, je suis là, j'arrive pas à respirer 2 secondes, genre c'est super galère. Des fois j'ai des potes, ils disent des trucs parce que en fait j'ai laissé cette habitude là pendant longtemps, je me faisais rouler dessus, sauf que nous on a pas miskin, tu vois, genre au bout d'un moment je me suis rendu compte que
j'en avais marre qu'on me traite mal. Et je me suis dit, mais c'est pas normal. Mais en fait, je me suis dit, mais meuf, c'est ta faute. En fait, t'acceptes ça. Tu laisses la porte ouverte à ces gens, tu vois. Je suis pas forcément d'accord. Moi, je suis un petit peu d'accord dans le sens où. Je pense qu'il y a une responsabilité aussi envers la personne qui accepte, tu vois. Est-ce que tes potes ont de la légitimité à dire ça, tu vois? Ah non, pas du tout. Ils sont en tort. Genre, ils ont... Mais j'ai ma responsabilité Même aussi si... de dire non. Tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir quand même filtrer un minimum. C'est-à-dire que moi, personnellement, je vois des... de lui-même, tu vois, se dit pas aussi, je n'ai pas à dire ça. Que ce soit vrai ou pas, qu'il le pense ou pas, t'as pas forcément à dire les choses. Ah, mais il y a des gens, ils sont toxiques. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut qu'on se rende compte qu'on est aussi responsable de notre entourage. Comment les gens nous voient. Tu vois. Genre, en fait, comment toi, tu vas te défendre, c'est ça qui va mettre la limite. Si toi, tu te défends jamais, les gens, ils vont se dire, mais tranquille, cette meuf-là, elle a aucun respect d'elle-même, je peux y aller, tu vois. Ouais, mais c'est aussi une question de avec qui tu t'entoures. Parce que tout à l'heure, on parlait de la méfiance. Moi, je trouve que c'est pas forcément positif, mais si tu filtres assez fortement les gens qui t'entourent, tu vas pas avoir des gens qui sont mauvais ou qui vont te blesser, parce que en fait les amis et les gens avec qui tu t'entoures sont pas censés te blesser. En fait, tu peux avoir des gens qui sont un peu cash, mais je veux dire, c'est pas la même chose. Enfin, si tu dois te défendre auprès de tes amis, c'est qu'il y a un problème. Ouais, bah complètement. En fait, c'est dur de changer de personnalité. Ou d'expliquer aux gens que t'es plus la même, en fait. fait. C'est plus accepté, en fait. C'est ça. Que ça l'était avant, mais plus c'est maintenant. Ça. Et ça, je trouve ça super dur, parce que quand t'as des amis de longue date, ils grandissent avec toi. Et clairement, moi, tu me prends il y a 2 ans, je suis pas du tout la même personne, tu vois. Et du coup, c'est super dur d'expliquer ah bah non, petite update, maintenant j'accepte plus ça. Parce qu'il y a des manières de le dire aussi. Enfin, moi, je sais que des fois, on se fait je dirais pas des reproches, mais on peut aller sur l'humour, sur des choses qu'on fait et qu'on sait que ça peut être un défaut. Enfin, par exemple, j'ai un exemple, il est un peu nul, je suis désolée. Quand on fait des jeux de cartes avec Kylian, ou quel que soit le jeu avec Kylian oublie toujours les règles. Alors c'est des jeux qu'on fait très souvent, mais il oublie toujours les règles. On va lui faire remarquer, mais c'est vachement dans la rigolade. Enfin, il y a absolument rien de méchant, et je pense que tu le vois pas du tout comme de la même. Enfin, tu vois. Je m'en rappelle pas en fait. Ouais, non, mais tu vois, c'est vraiment. Comme les règles. Comme les règles, exactement. Mais c'est vraiment des choses qu'on va se faire remarquer. Mais on est ok avec ça, le fait que ce soit dans notre personnalité et qu'on se le fasse remarquer sur l'humour ou sur une petite blague ou des choses comme ça. Mais c'est pas pour ça que ça va être quelque chose qui me dérange ou que je vais être blessante envers toi. Enfin, et c'est là que je vois la différence entre, par exemple, la relation que t'expliquais toi avec tes amis avant et nous, la relation qu'on a aujourd'hui. Après, je pense qu'on est aussi plus mature et que c'est ça. On fait peut-être plus attention aussi à pas blesser les gens qui sont autour de nous. Je trouve que quand dès le début, que ce soit au niveau amitié ou amoureux, quand dès le début en fait tu t'exprimes sur des choses assez clairement, etc., il n'y a pas ce malaise de devoir faire venir un élément nouveau dans la relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, de dire ah bah maintenant je suis comme ça, alors que si au début tu mets des bases qui sont assez saines, ça peut perdurer assez facilement. Et moi j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tes amis là, dont tu parles, est-ce que tu leur parlais, on va dire, entre guillemets, de pas santé mentale, mais de ce que toi tu ressentais mentalement vis-à-vis d'eux, ou de, tu vois? Non, mais même. Est-ce que vous avez déjà parlé de confiance entre vous ou des choses comme ça? Non. Et en vrai, je pense que mes potes, c'est pas forcément malveillant, tu vois. D'accord, Anouk, elle est comme ça. Anouk, quoi, tu vois. Sauf que quand toi, t'essaies de t'enlever cette étiquette-là, parce que, bah, en fait, c'est attitude. Je te le rappelle constamment. Ouais, t'es là en mode putain, c'est très compliqué de faire. Travailler sur toi-même. C'est très compliqué d'enlever les étiquettes que les autres te donnent. Et c'est vrai que, tu vois, on parlait tout à l'heure collège, lycée, etc. Et c'est vrai que des fois, ça fait du bien d'avoir un petit reset. Ouais. Tu changes d'école, tu changes de ville, etc. Si toi, t'as évolué, mais que les personnes autour te considèrent toujours comme la personne que tu étais avant, ça permet de repartir sur des bonnes bases, et des fois ça fait vraiment du bien. Et du coup, dans ce cas-là, je trouve que c'est pas du tout simple, parce que toi t'as l'impression d'avoir fait 5 pas en avant, et eux ils sont là, ils te refoutent 5 pas en arrière, tu vois, t'es là en mode super, ça se voit même pas ce que je fais en fait, tu vois. Je pense que c'est pour ça qu'aussi rencontrer des nouvelles personnes à un moment donné dans sa vie, c'est aussi hyper important, parce qu'en fait pour moi les amis que t'as de longue date, c'était vraiment très proche d'eux, je pense qu'avec le temps finissent par comprendre que toi tu changes, que tout le monde change, c'est normal, tu vois, tout le monde grandit. Mais c'est aussi important de rencontrer des nouvelles personnes. En tout cas, je sais que c'est surtout à l'époque où je suis rentré dans les études supérieures, à la fac, etc., où là, tu commences les soirées étudiantes, tu commences à rencontrer beaucoup de monde, mais vraiment une grande variété de monde différentes, avec des gens qui n'ont rien à voir. Forcément, tu as plus de chances de rencontrer des gens qui te correspondent plus que déjà, la période du lycée-collège. T'es dans des études que t'as choisies avec des gens qui ont des affinités, on va dire, entre guillemets, communes. Et puis vous faites soirée ensemble, le jeudi soir, etc. Vous apprenez à vous connaître en dehors des cours, tu vois. Le jeudi soir. Pour moi, ça participe un peu à estomper cette image qui te colle un peu à la peau de tes amis d'enfance qui te rappellent constamment de comment t'étais à une époque. Mais je pense qu'il y a une vraie bascule aussi du fait que, généralement, quand t'es au collège-lycée, t'es dans ta ville où t'es né,
ou en tout cas proche de là où tu as grandi. C'est vrai. Et du coup, tu as forcément, entre guillemets, les mêmes personnes au collège, en primaire, au lycée. Du coup, il y a forcément des choses qui vont te suivre sur ce que les gens pensent de toi. Et quand tu pars à la fac, forcément, généralement, tu es obligé de partir plus loin. Selon ce que tu veux faire, tu vas changer de ville, tu vas changer de plein de choses. Et c'est un peu, je pense, la nouvelle chance de tout le monde à la fac. Tout le monde se dit, j'arrive dans un endroit où personne me connaît. C'est reset, genre, je suis qui je veux. Et du coup, tout le monde choisit, on va dire, sa deuxième vie. C'est comme si tu avais une première construction sur ta vie où tu te dis, ok, là, je suis ça, je suis un peu là-dedans, mais j'ai pas trop le choix. Et quand tu arrives à la fac, tu te dis, en fait, je choisis qui je veux être. C'est ça. Et personne me connaît, donc la personne que je vais présenter aux autres, c'est elles qui vont voir et pas la personne que tout le monde connaît depuis des années. Ça m'était déjà arrivé de me dire que tu changes de ville ou tu changes de lycée, de collège, quelque chose. Même si les gens ne te connaissent pas, si toi t'as pas changé en fait avant tout intérieurement, on va te recoller les mêmes étiquettes parce que c'est des étiquettes qui en fait collent à ta personnalité. Et moi ça m'était déjà arrivé de me dire bon bah voilà, il y a tel reproche qu'on me faisait, ultra chiant, je change de ville, la même chose. C'est comme si c'était concerté, tu vois. Et là, tu te dis, c'est vrai qu'il y a peut-être un travail à faire avant sur moi, avant d'espérer un reset comme ça. Le fait de montrer une confiance en toi que t'as pas forcément. Fake it until ouais, exactement. Genre, il y a forcément. Moi, je sais que c'est un truc que j'applique beaucoup dans ma vie. Genre, il y a des moments où j'ai besoin d'avoir confiance en moi, que ce soit pour des entretiens, pour des nouvelles rencontres avec des gens que tu connais pas, qui peuvent être un peu stressantes. Et en fait, c'est à toi de choisir au moment T ce que tu vas montrer ou pas. Tu peux avoir l'étiquette et t'en détacher en disant, pour une fois, je fais comme si c'était pas ça. Comme si moi, j'étais quelqu'un d'autre. J'ai un très bon exemple de ce que tu viens de dire. C'était quand j'avais 17 ans, j'allais sur mes 18, j'ai fait mon premier taf d'été. Où j'étais plagiste dans un restaurant sur une plage 5 étoiles, etc. Et donc là-bas, il y avait une plage avec des locations de transat, des locations de tentes pour les clients de l'hôtel. Moi, là, c'était mon premier taf d'été, mais sauf que c'était un taf d'été qui est ultra exigeant, où on te demande d'être ultra responsable, autonome, d'avoir une certaine rigueur, etc. C'est toi qui gères ta plage, c'est toi qui accueille les clients, c'est à toi de faire en sorte qu'ils soient bien, etc. Et ben, je me rappelle très bien d'avoir eu cette pensée qu'on a dit un peu avant. Je me suis dit, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais je m'étais fait un peu j'avais mis un truc en place un peu mentalement en me disant ça y est, là je suis plagiste, tu vois. Genre c'est mon métier, c'est un personnage, c'est ce que je vais faire là maintenant, et ça a très bien marché, tu vois. Je me suis senti à l'aise assez vite. Après il y a un truc, moi je pense que ça a ses limites là, le fake it until you make it. Je pense que ça peut pas marcher réellement. Je pense que c'est un truc qui est un peu superficiel dans le sens où tu peux faire ça et pour autant ne pas vraiment y croire, tu vois. Genre tu peux un peu te mentir à toi-même et être là en mode il faut rester lucide quand même. Du coup c'est pas hyper ça marche efficace, pas tous les jours. C'est ça. Je pense que ça marche à des instants T de ta vie où t'en as besoin et que ça te permet justement de ce qu'on disait, faire de nouvelles expériences et avancer, relever des défis. C'est un temps en fait. C'est ça, mais tu peux pas baser toute ta ta confiance là-dessus. Un bon exemple sur ça que tu disais tout à l'heure, quand t'as une personnalité qui va pas forcément matcher facilement avec les autres à la première rencontre, et bah, tu peux un petit peu montrer certains aspects un peu plus grand public de ta personnalité, et quand les gens apprennent à te connaître, là tu montres ta vraie personnalité, exactement. Et ça fonctionne complètement. Ouais, donc ça, en fait il y a un petit peu de ça quand même. T'adaptes en fait, tu fais le caméléon. Est-ce que vous avez des petites astuces un peu personnelles pour des petites choses qui dans votre quotidien vous reboostent un peu la confiance en soi? Bah, moi je sais que c'est très personnel, mais moi j'ai beaucoup lu d'essais féministes et ça m'a vachement aidée. Je sais pas, genre le fait de m'être lancée un peu dans cette lutte un peu... tu vois, de me nourrir un peu de cette... je sais pas si on peut dire de cette rage, parce que c'est pas forcément sain, mais de se dire j'ai le droit en fait de prendre ma place, de faire ci, de faire ça, tu vois. De lire des effets féministes, ça m'a permis d'assumer le fait que j'avais le droit d'avoir une personnalité qui prenait de la place, enfin je sais pas comment dire, mais de lire des trucs qui ont confirmé et qui donnaient le droit d'être comme j'avais envie d'être. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire, mais... Enfin, moi je sais que je vis beaucoup autour des projets musicaux, et c'est vrai que ce soit musical ou pas, un projet en fait mener à bien quelque chose de A à Z, le voir, tu vois, tu l'as conceptualisé, tu as eu l'idée, etc. Et quand ça aboutit, vraiment ça t'apporte quelque chose, tu as l'impression d'avoir réussi quelque chose, et c'est vrai que c'est quelque chose qui aide beaucoup pour la confiance en soi. Je vogue entre les petits projets comme ça, et ça aide à, tu vois, quand tu as un petit coup de mou, de te dire ah bah ouais, je m'accroche à ça. Ça permet de mettre de la bonne énergie aussi dans des choses qui te tiennent à cœur. Du coup, c'est un peu un cercle vertueux. Je dirais aussi, pas hésiter aussi à faire des rétrospectives.
rétrospectives sur ce que tu as accompli. Ouais, les projets que tu as accomplis ou les choses que tu as fait dans ta vie. Je pense que tu sais, tu as des fois où tu te dis j'ai pas fait tant de trucs que ça, et en fait si tu te poses bien et que tu réfléchis un peu sur ce que tu as accompli et tout, tu te rends compte que tu n'as pas rien fait. Personne n'a rien fait dans sa vie, tu vois. Moi je sais que ce que je fais généralement, c'est que je pars de chez moi déjà et je me pose dans un endroit nature et juste je réfléchis à ce qui est bien dans ma vie. À la place de faire l'inverse en se disant qu'est-ce qui va pas, est-ce que je pourrais travailler là-dessus ou quoi que ce soit, je me pose juste, je regarde la vie parce qu'on oublie qu'elle est bien. Ça fait du bien de regarder le mouvement, les gens et tout. Tu t'assois et tu regardes juste ce qui se passe. Tu réfléchis pas forcément, tu regardes. Et après, je pense aux choses que j'ai fait de bien dans ma vie et les choses qui m'apportent du bonheur. Que ce soit des voyages, que ce soit aider quelqu'un, aider, je sais pas, une amie à traverser la route, n'importe quoi. Tu vois, des petits trucs que tu fais au quotidien et qui te disent finalement, c'est pas si mal. Il y a un truc que je fais, c'est dépasser ma zone de confort. Genre, en fait, je me suis donné un petit défi, c'est que dès que maintenant j'ai peur de quelque chose, je le fais. Moi, forcément, si j'ai peur de me jeter sous une voiture, je vais pas le faire, tu vois, forcément. Mais voilà. En général, quand j'ai peur de faire un truc, c'est qu'il faut que je le fasse. Je supporte plus d'avoir peur de quelque chose. Et de réussir après à avoir dépassé ta peur et te dire, c'est bon, j'ai plus peur. C'est vrai que se confronter aux choses qui te font flipper, c'est hyper intéressant. Meilleur exemple, la chaîne YouTube. Ça fait des années que j'ai envie de faire ça. Et j'avais trop peur, genre le regard des gens, qu'est-ce que les gens vont dire de moi, et je me suis dit, en fait, fais-le. Genre, tu verras bien, au pire, ils vont se moquer. Ok, bon, tu vas pas mourir. Tu regardes pas. Au pire, tu regardes pas. Tu le fais pour toi et pour le plaisir que ça t'apporte. C'est ça. Tu vas pas plus loin dans qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et en fait, il faut faire les choses pour soi. Donc, on en revient au truc du regard des autres. En fait, il faut vivre pour soi. Et quand t'es hyper à l'aise avec ce que tu fais, que tu montes aucun malaise et tout, mais les gens, ils peuvent pas t'attaquer. Si t'attaquent, ils vont dire quoi ? Tu vas dire, oui, alors, genre, moi, je suis hyper à l'aise avec ça. Genre. Et après ? Quand t'as envie de te lancer dans un projet, souvent, les gens soit se lancent pas à 100%, soit assument qu'une partie. Et moi, ça m'est arrivé aussi. Je pense par exemple à la musique. J'avais une approche où j'étais en mode non, je fais pas vraiment ça sérieusement, etc. Alors qu'au fond de moi, j'avais vraiment envie de faire ça sérieusement. Et en fait, plus tu vas être en accord avec ce que tu as vraiment envie de faire, déjà, tu vas te sentir beaucoup plus légitime et beaucoup moins sujet aux critiques des autres. Et ça, c'est hyper important parce que souvent, les gens qui attaquent, c'est des gens qui, comme on disait tout à l'heure, qui aimeraient bien mais qui assument pas trop et qui ont peur. C'est pas vraiment de la jalousie parce que ce serait un peu fort de la jalousie, mais tu sais, c'est des gens qui envient un petit peu la position. Je pense que ça peut être la jalousie des fois. Ça peut être dans une moindre mesure dans le sens où entre guillemets ils jalousent le fait que eux n'osent pas le faire. C'est ça, c'est ça. Pour moi, c'est hyper important de ne jamais rester dans sa zone de confort. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens, ils ont une personnalité un peu chill, casanier, tout ça, qui ont besoin un peu de rester. Ok, tu vois. Moi, je sais que j'aime bien me lancer des défis parce que je sais que c'est comme ça que je grandis et que si je me lance pas de défis, je stagne et je supporte pas. Et c'est comme ça que j'ai construit ma confiance. Tu vois, par exemple, lui, Kylian, il se lance des défis dans le sport. Moi, c'est plus des défis dans mes choix de vie. Genre, je vais me dire, moi, je vais faire, par exemple, je sais pas, je vais partir voyager toute seule au Pérou. Tu vois, un truc comme ça. Genre. Voyage que t'as envie de faire, mais t'oses pas. T'oses pas, mais je veux dire, mais fais-le. Genre, en soi, il y a rien qui t'empêche de le faire. Genre, t'es capable. On se découvre à travers les challenges parce que tu te mets dans une situation d'inconfort et cette situation-là, tu la connais pas. Donc, du coup, tu pars du principe que tu ne sais pas comment tu vas réagir parce que tu n'as jamais vécu ça. Et là, en fait, tu vas t'impressionner parce que des fois, tu vas te dire, waouh, putain, j'ai eu un putain de sang-froid là, mais jamais j'aurais cru que j'allais gérer la situation comme ça. Ce qui te fait peur aussi, c'est l'échec. Tu vois, l'échec de potentiellement partir à l'étranger, pas savoir gérer la langue, pas savoir gérer. Mais tu sauras t'adapter. En vrai. Je pense qu'on est quand même la seule espèce qui peut autant s'adapter et apprendre autant. C'est ça. Parce que quand tu vois, moi je sais que du coup maintenant qu'on est assez grand, on a plein d'amis qui sont partis à l'étranger, que ce soit pour un stage, un Erasmus, juste un voyage comme ça. Moi j'ai une amie à moi qui est partie en bateau, genre de France, pour la Colombie, et j'ai jamais vu un projet aussi incroyable de ma vie en fait, parce qu'elle vit au jour le jour et elle est tellement épanouie par rapport à nous maintenant quand je fais le bilan, que je trouve ça incroyable qu'on n'ose pas. Alors qu'on a plein d'exemples de gens qui l'ont fait avant nous et qu'on se dise encore ouais mais ça fait peur, on sait jamais. Et en fait, le truc qu'il faut avec la confiance en soi, c'est qu'on a peur et c'est la peur qui nous arrête, alors que le moteur de la confiance en soi, c'est justement la peur. C'est-à-dire que c'est une fois que tu as dépassé cette peur, c'est là que la confiance ça vient, tu vois. Parce que tu dis je pensais pas et finalement je l'ai fait. C'est ça. C'est que c'était possible. Exactement. On se fait aussi beaucoup de scénarios
catastrophe et tout. Choses qui pourraient arriver, qui n'arriveraient probablement jamais. Et c'est pour ça qu'il faut se dire, bah, souvent, moi, j'ai ma petite voix qui dit « Oh, et si ?» Et à chaque fois, je stoppe, je fais « Eh bah, fais. Comme ça, tu verras. On verra si c'est le plan A, B, C, D, E, F. On va voir. Bah, fais-le. » Et sinon, il y a un truc aussi que j'ai fait pendant justement cette période de rupture. Je disais oui à tout. C'est-à-dire, dès qu'on me proposait un truc, je disais oui. Bon, évidemment, il faut, encore une fois, dans la limite, dire raisonnable, tu vois. Par exemple, je sais que j'étais jamais sortie en boîte parce que ça me faisait peur, tu vois, genre un peu agoraphobe. Et un jour, on me propose. Et là, je suis là en mode, meuf, t'es dans ton défi, tu dis oui. Donc, en fait, c'était le défi pour me faire sortir de ma zone de confort. Et du coup, j'ai fait, bah, vas-y. Et j'ai kiffé. Genre, j'ai passé une des meilleures soirées. Genre, j'étais là en mode, mais... Et du coup, tu te découvres parce que il y a ça aussi, des fois, tu sais, tu restes un peu sur tes a priori de ton toi d'avant, en mode, ouais, mais mon moi d'avant, il aimait grave pas ça et tout. Et t'évolues aussi. Il faut se permettre de grandir, tu vois, de changer d'avis et tout. On a beaucoup d'a priori sur soi-même, en fait. Au final, on se dit, oui, on va pas réussir à faire ça. C'est important aussi de faire les choses qu'on a envie, encore plus dans notre tranche d'âge. Là, on est vraiment, tu vois, t'as pas entre guillemets vraiment besoin encore d'avoir une vie stable sur aucun plan. Tu dépends vraiment de personne et t'as pas encore de personne. T'as pas forcément d'attache à part tes amis. À ta charge. Tes amis, comprendront très bien si un jour tu dis je pars. Et je trouve que c'est important de, tu vois, se dire si t'as envie de faire quelque chose, tu le fais. Il n'y a pas vraiment d'excuses parce qu'en fait, t'auras toujours des excuses toute ta vie. Et il y a des gens qui ne font pas quelque chose toute leur vie et en fait c'est terrible parce que tu regrettes tu les regrettes, c'est terrible, genre il n'y a rien de pire. Faire des activités seul. En vrai, moi je fais très peu d'activités seul. Je dirais que la seule activité seule que je fais, c'est quand je vais nager. Je peux comprendre pourquoi ceux qui le font, mais j'avoue que je préfère partager des activités avec d'autres personnes. Genre, je prends moins de plaisir quand même à faire des trucs vraiment seuls, sauf si c'est des trucs qui me passionne que moi, tu vois, genre c'est un truc qui m'intéresse que moi ou quoi. Mais ça influe pas sur ta confiance, genre c'est-à-dire tu le fais pas parce que t'as pas confiance en le fait de le faire. Je peux faire, j'aurais toujours la confiance de faire les choses seul, mais de moi-même c'est pas un truc que je vais faire naturellement. Pas de plaisir particulier. C'est vrai que c'est toujours sympa de partager des choses avec quelqu'un d'autre, mais il faut pas non plus s'interdire de faire des choses que t'aimes bien juste parce que t'as personne avec qui les faire. Non. Je trouve que c'est un truc qui est des fois qui est difficile. Quand j'avais commencé le skate, c'est un truc qui est très social. C'est souvent tu vas avec quelqu'un, etc. Je me retrouvais à me dire j'ai envie d'aller skater, mais il n'y a personne. Et en fait, au début, t'as un peu, pas honte, mais tu sais, un peu peur du regard des gens, des jugements, etc. Au bout de 100 fois, tu t'en fous complètement, quoi. Et c'est bête de laisser justement ce manque de confiance en soi altérer quelque chose que t'aimes bien faire. Je suis un peu en train de le faire là, avec le roller. Ouais, c'est ça. Tu vas aller au skatepark et il y a plein de monde qui sont hyper compétents dans ce qu'ils font et toi tu vas être un peu un bébé parmi tout cela parce que c'est un truc nouveau pour toi. Et c'est vrai qu'il y a quand même une appréhension de te dire j'y vais et puis qu'est-ce que je vais faire, quoi. Enfin tu vois, il y a personne avec qui tu peux parler, transmettre et quand moi j'avais commencé, ce qui était en plus assez chiant, c'était du coup comme j'étais assez vieux entre guillemets pour commencer le skate, tu arrives dans un skatepark où t'as la vingtaine. T'as des petits de 12-15 ans qui sont en train de skater, ils sont bien meilleurs que toi, et du coup ils attendent de toi que tu sois bon, ils te voient, et toi tu te sens encore plus con, alors qu'en fait c'est que du partage, et c'est que tout le monde commence à un âge, et ce serait con de se brider et de se dire vas-y je fais pas quelque chose juste parce que j'aurais dû commencer plus tôt, etc. C'est hyper... Après apparemment c'est quand même plus facile de commencer des nouvelles choses quand t'es jeune, parce que c'est beaucoup plus simple, mais il faut pas se l'interdire. Ouais voilà, c'est ça. On est à un truc où maintenant je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des acquis, genre je sais faire ça, donc je fais ça, mais rien ne t'empêche de te dire demain je commence le piano et tu le fais, et ça va être plus dur pour toi parce que t'es un peu plus grand et ta capacité d'apprentissage, je pense, elle est moins évidente maintenant. Moi j'ai commencé à apprendre la trompette il y a 2-3 mois, donc vraiment c'est un stade zéro, comme le roller. Mais je trouve que c'est hyper gratifiant, et donc du coup ça fait beaucoup de bien soi-même quand tu vois, tu te dis vas-y, c'est un challenge, je connais rien, ça va être moi versus moi, et je vais apprendre la discipline tout seul, et qui sait, d'ici quelques années j'aurai peut-être un petit niveau, et je trouve que c'est quelque chose qui fait vraiment du bien au niveau de la confiance en soi, de pouvoir dire vas-y, tu vois, c'est un challenge, c'est en mode moi je trouve que c'est hyper motivant d'apprendre des choses, c'est quelque chose qui est hyper stimulant intellectuellement, quoi. Pour en revenir au moment où tu passes des moments seuls, de faire des activités seules, c'est hyper important dans la construction, parce que à toujours faire des trucs en groupe, tu peux vite être influencé en fait par les goûts des autres, les envies des autres, et ne pas forcément des fois assumer tes propres goûts et envies.
et t'écouter, tu vois. Ce qui est bien en fait dans le truc de faire des trucs solo, c'est que t'as pas à gérer ce regard de l'autre et tu le fais juste voilà, tu kiffes ton moment et il y a pas de problème, tu vois, genre et tu peux tester des petits trucs en secret, personne le saura, tu vois. C'est ce que j'allais dire, genre, ça vous est forcément déjà arrivé en mode tu fais quelque chose, mais même sur des choses un peu connes du quotidien, genre tu vas cuisiner un truc d'une certaine manière, personne au monde ne fait ça comme ça et tu te dis mais je suis un fou, et en fait tu le fais et toi tu kiffes et t'es en mode bah genre c'est pourquoi j'ai jamais fait avant, genre en fait c'est toi. Tu vois, t'es tout seul, donc en fait, il n'y a pas de raison de se mettre des a priori. Partager des moments avec les gens et être solo, pour moi, c'est vraiment différent. Évidemment que j'aime partager, on est des êtres sociaux, donc c'est juste normal, tu vois, on pourrait pas faire autrement. Moi, je cherche pas la même chose quand je passe un moment seul que quand je suis avec mes amis, forcément, tu vois. Pour moi, les moments seuls, c'est des moments d'introspection où, par exemple, je peux me poser sur la plage et regarder la mer pendant 30 minutes. Je pourrais jamais faire ça avec des potes. Au bout d'un moment, c'est genre, bon, on y va, tu vois, j'en suis un peu chier. En fait, moi, je pense que si j'ai autant de mal à faire ça, c'est parce que l'ennui me fait un peu peur. Genre, j'aime pas trop m'ennuyer, tu vois. Mais en fait, je pense que j'ai cette appréhension de, je sais pas, si je vais me balader tout seul ou quoi, je vais me faire chier très vite, tu vois. Genre, c'est un peu... éviter l'ennui à tout prix, alors qu'en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose d'être dans un moment où t'as pas grand chose à faire, parce que tu peux, comme tu dis, réfléchir à des trucs sur toi-même, etc. Après, t'es pas forcément non plus obligé de rien faire, d'être là sur la plage à attendre, genre c'est pas ça, tu vois, tu peux... Moi, souvent, quand je me balade, je me mets des podcasts dans les oreilles et c'est mon moment à moi, tu vois, genre je sais pas, je vais mettre un podcast sur la philo et puis je vais être là en mode, j'apprends des trucs aujourd'hui et j'ai besoin de personne, tu vois, c'est mon moment où je me cultive, moi, envers moi-même. Plus ça va et plus je personnalise ma relation avec moi-même comme si j'étais une pote à moi, tu vois. Genre, comme je passerais du temps avec toi, par exemple, je vais dire, je vais passer du temps avec Anouk, genre, ça fait parce que c'est hyper important, tu vois, de se rendre compte, même aussi, tu vois, du discours intérieur que t'as sur toi-même. Genre, par exemple, jamais, moi, de ma vie, je me verrais te parler super mal, dire t'es qu'une grosse merde, t'es grave moche. Tu vois, je pourrais jamais dire ça, genre, c'est ultra violent. En même temps, il est très beau. Mais alors qu'il est magnifique, tu vois. Et le truc, c'est que, en fait, on se rend pas compte aussi du discours qu'on a envers nous-mêmes. On peut être, moi, ce genre de choses, je me le dis, tu vois. Je pense que t'es souvent plus méchant avec toi-même. Exactement. Que ce que t'oserais dire aux autres. C'est ça. Ouais. Et du coup, tu dis que t'as le droit vu que c'est toi, voilà. mais en soi pas du tout. C'est ça. Enfin, ça. C'est hyper violent de se dire ce genre de phrase, tu vois. Et direct, quand tu transposes ça, entre guillemets, sur un proche, tu te dis, waouh, la violence, genre. C'est vrai qu'on est beaucoup plus exigeant avec soi-même, je pense, de manière générale, beaucoup plus méchant, beaucoup plus critique que tu le serais avec quelqu'un d'autre. Et ça, en vrai, je me demande d'où ça vient. Est-ce que ça vient d'un phénomène de société? Est-ce que ça vient de l'éducation? Parce que j'ai l'impression que ça touche quand même la plupart des gens. T'as une barrière un petit peu entre les gens, forcément même si t'es très proche de quelqu'un, t'as toujours une barrière un peu de courtoisie, de règles de bienséance, etc. Qu'avec toi, tu n'as pas du tout. C'est ça, donc, en fait, exactement. Tu dis les choses les plus crues, cash que et tu puis c'est pourrais... toi, t'as pas d'autre honnêteté que l'honnêteté que t'as envers toi-même. C'est ça, ouais. Enfin, tu sais que si tu fais un truc méchant, que les autres le seront peut-être pas, toi-même tu le seras. Et c'est pour ça je pense que tu t'autorises à être plus dur avec toi-même alors que... Après je pense que ça vient de la société aussi, parce que ça dérange les gens qui sont bien dans leur peau. Genre c'est tout de suite narcissique. Tu vois, genre, alors que ça n'a rien à voir. Genre, tu peux juste être bien dans ta peau et c'est cool. Enfin, on peut nous souhaiter ça. On souhaite ça à tout le monde, tu vois. Ouais, mais dès que t'es un peu trop confiant, genre, redescends, frérot, là. T'es censé être une merde et pas avoir confiance en toi. Donc, je pense qu'il y a un peu un truc aussi. Parce que si on tire un peu le fil, tu vois, c'est un business derrière. Les gens qui vont pas bien, ouais, mais si les gens ils vont bien, les coachs de développement personnel, ils vendent quoi à qui? Les gens qui font des salles de sport. Il y a plus de salles de sport, on peut plus vendre de régime, on peut plus vendre de maquillage aux meufs parce qu'elles se trouvent belles, donc naturellement, enfin tu vois, si on tire le fil, oui. Moi, j'ai pas de moi-même l'envie, je sais pas, d'aller au ciné tout seul, parce que je vais tout de suite me dire par réflexe, en fait le film, soit je vais le regarder en streaming, soit je vais faire... Enfin, je vais trouver une autre solution. Je peux le faire chez moi. Je vais le faire chez moi, tu vois. En fait, je comprends pas l'intérêt de faire le déplacement pour aller à un endroit alors que je peux aller au plus simple, tu vois. Par contre, quand on parle de se vider la tête, dépassement de soi, etc. et sport, là, j'ai plus la motivation de faire le déplacement pour aller, par exemple, faire 15 minutes de voiture ou 15 minutes de marche pour aller... sur le lieu où je vais faire mon sport, tu vois. Parce que je sais que ça va me faire un reset mental, tu vois, et je sais pourquoi j'y vais, et là, ça me motive plus à y aller, tu vois. Si on élargit un peu plus sur le fait de, pas juste faire des activités, mais par exemple voyager seul, est-ce que c'est un truc qui pourrait entre guillemets, te plaire ou en tout cas te donner envie
de dire que tu pars en voyage tout seul? En vrai, si je prévois le truc à l'avance, que je me crée un peu un itinéraire, mais me connaissant, je sais que j'aurai la flemme, donc je le ferai pas. Ça, c'est notre Donc question. je préfère autant... Ça dépend de la personnalité. Ouais. Je préfère autant prévoir un truc avec des potes et le faire avec des potes. Et je trouve que là, ça a plus d'intérêt parce que tu vas vraiment partager un truc avec tu vas découvrir, Je pense que ça dépend, tu vois. Par exemple, toi et moi, là-dessus, on se reconnaît, mais c'est peut-être parce qu'on a une personnalité plus aventurière, tu vois, tout simplement. Genre, très aventurière. Que justement, l'aventure, tu la sens différemment quand t'es tout seul et quand t'es... Moi, ce que je recherche, c'est dans le voyage seul, c'est de me dire, je suis capable d'être seule. Enfin, je suis autonome. Je recherche l'autonomie, en fait. De me dire, j'ai pas besoin de quelqu'un là pour faire ça, tu vois. L'impact des parents. Il arrive comme ça. Je pense que en vrai, la plupart de la construction de la confiance en soi se fait quand t'es jeune. C'est très simple, il y a des gens, tu les croises, ils sont extrêmement timides, extrêmement réservés, pas du tout confiance en soi. Tu te dis, mais c'est bizarre, c'est quelqu'un avec beaucoup de qualités, etc. Un jour, tu rencontres ses parents et là, tu comprends. Et en vrai, c'est souvent le cas pour pas mal de gens. Et je pense que du coup, l'impact des parents est immense. Après, on arrive à peu près à un âge où on commence à quand même s'en détacher. Mais c'est vrai que les bases, les fondations, c'est quand même les parents. Quand tu as eu des problèmes familiaux ou des bases de confiance en soi qui sont ébranlées, toute ta vie, tu traînes un peu ce truc-là qui est compliqué. Je vais plutôt aller dans le positif. Moi, ma mère, elle m'a toujours beaucoup soutenu dans les projets qui étaient artistiques, professionnels, etc. Mon père aussi. C'est un domaine où j'ai jamais eu la peur de me dire que je suis pas forcément légitime, sans raison, quoi. En fait, mes parents m'ont jamais donné d'amour en soi. Je connais pas l'amour parental entre guillemets, dans le sens où ma mère m'a jamais dit oui, je t'aime, ça c'est bien, t'es la plus belle. Tu vois, toutes ces choses qui te donnent confiance quand t'es Notre père, enfant, il est comme ça un peu aussi. et qui te permettent d'avancer. Ouais. Moi, j'ai pas eu ce truc-là. Et même encore aujourd'hui, tu vois, genre, par exemple, un exemple bête. Une fois, je passais des partiels et j'appelle ma mère pour lui dire que j'ai pas réussi mon partiel, que je dois aller au rattrapage pour une épreuve. À la place de me dire que c'est pas très grave, le rattrapage ça existe, que c'est toujours possible ou quoi, elle m'a dit quelque chose du genre ouais, mais moi je vais dire quoi à mes collègues, que t'as pas réussi tes partiels, tu te rends pas compte. Et quand elle m'a dit ça, tu vois, je me suis dit en fait, elle a aucune estime de moi, tu vois, et plein de choses comme ça qu'elle m'a dit dans ma vie, tu vois. En fait, je pense qu'elle se rend pas compte que avoir un enfant, c'est pas forcément juste le pousser à faire des choses. Genre, d'accord, je fais des études, d'accord, je vais faire ça, d'accord, je peux faire plein de choses. Mais si une fois que je les entame, après tu viens me dire, ouais, mais tu vois, là, tu fais n'importe quoi, ou rien que le truc bête de quand t'es enfant et que tu dis à ta mère, ouais, j'ai eu 14, et qu'elle te dit, ouais, mais les autres, ils ont eu combien? À 16, ok, c'est pas cool, tu vois. C'est pas bien. C'est pas bien, tu vois, mais ça, en termes juste de confiance, c'est jamais assez bien. En fait, je pense qu'ils se rendent pas compte que te faire te remettre en question dans le négatif, ça n'apporte rien, tu vois. Alors que je pense que si ta maman te disait, oh, c'est bien, franchement, super, si tu veux avoir plus la prochaine fois, on pourra essayer, tu vois. Tu vois, le prendre un peu dans l'autre sens sur ok, c'est super, ce que t'as fait, c'est top. Si tu veux faire mieux, on peut essayer, tu vois. Mais c'est déjà bien, quoi. Mais c'est déjà bien, tu vois. Ou juste le dire que c'est bien. Ça, c'est un truc que j'ai jamais eu. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de choses pour lui montrer. Et que je me rends compte que, à part me les montrer à moi-même, alors que je le savais déjà, ça m'a rien apporté. Genre, par exemple, le BTS que j'ai fait. J'ai pris un des BTS les plus durs qui était possible après le bac. Uniquement parce que ma mère m'a dit, tu pourras pas y arriver. C'est violent de ouf. Uniquement parce qu'elle m'a dit ça. Et... quand elle m'a dit là le truc au partiel, parce que c'était les premières partiels du coup ce BTS, et forcément vu que j'étais une élève moyenne et que j'ai pris le plus dur, premier partiel un peu compliqué, surtout en études sup. Après ça, j'ai eu tous mes partiels du premier coup, j'ai eu 14 de moyenne partout, tu vois. Juste pour lui prouver que elle a beau dire ce qu'elle veut, j'ai assez confiance en moi pour le faire, et au final je pense que je le faisais pour moi-même au fond, parce que je lui ai jamais rien prouvé, vu que encore à l'heure actuelle, par exemple tu vois là je vais rechercher un emploi pour cette année. Ma mère elle me dit non mais commence, tu vas trouver quoi, tu vas faire quoi avec tes diplômes, alors que je sais très bien que je peux trouver un emploi. Et juste, je pense que toute sa vie, et je pense qu'elle en est pas consciente, elle sera toujours dans ce truc de rabaisser, sans en être consciente, juste parce que elle veut que j'ai mieux. Sauf que avoir mieux de quoi en fait? Pourquoi avoir encore mieux que quelque chose qui est déjà bien et suffisant et qui t'apporte du bonheur? Tu vois, et c'est ce truc que j'ai avec ma mère et que je comprends pas du tout. Genre moi, ma maman par exemple, elle va m'appeler sans me dire bonjour, sans me dire comment tu vas, elle va me dire t'as pensé à Pôle emploi? Parce que pour elle, m'apporter de l'attention, c'est penser aux choses que je dois faire dans ma vie
pour que ma vie soit bien. Alors que je préférais 100 fois plus qu'elle m'appelle et qu'elle me demande juste comment ça va, est-ce que t'as passé une bonne journée, et qu'on parle du dernier film qu'elle a regardé sur Netflix, alors que oui, peut-être que je m'en fous du film qu'elle a regardé. Mais juste avoir une relation où c'est sincère et c'est pas juste... Moi, j'ai dit plein de fois que ma mère, c'était ma secrétaire. Parce que la relation que elle me donne, c'est ça. Tu vois, c'est allô, oui, t'as fait ci, t'as fait ça, ok, t'as appelé l'agence pour ton ampoule. Enfin, En fait, souvent les parents... je trouve ça fou, tu vois, que j'ai jamais eu, et ça fait quand même 25 ans que je suis là, que j'ai jamais eu, à part peut-être de mes 0 à 4 ans, genre d'amour, genre brut, tu vois, enfin, ou entre guillemets, genre... Parce que pour elle, c'est de l'amour, tout ça, tu vois. Comme tu dis, l'affection ou l'attention qui te porte se transforme en vraiment des choses très pragmatiques, et donc du coup parfaitement inintéressantes en termes émotionnels, tu vois. Genre là-dessus, je suis désolée, mais quand ta maman elle t'appelle pour te dire ça, c'est un manager. Et je trouve ça hyper dommage parce que du coup, ça vis-à-vis de ma confiance en moi, que bon, maintenant moi je suis passée au-dessus, je me suis dit écoute, si tes parents ils sont comme ça, c'est tant pis. Genre tu vas pas les choisir et tu vas pas rester toute ta vie à te demander quand est-ce que ça va arriver, comment tu vas faire pour stop. À un moment donné, il faut se dire ok, c'est comme ça, bah ils ont pas la bonne méthode, ils veulent pas faire d'efforts parce que visiblement quand tu leur en parles ils sont pas dans l'optique de juste y réfléchir, tu vois, donc tant pis. Et maintenant je me construis toute seule et ça va très bien. Non mais justement, je pense que les gens qui ont eu des problèmes avec leurs parents, ça fait des gens qui sont très forts parce que en fait tu te construis tout seul. C'est ça. Ce que ton parent aurait dû t'apporter en soutien émotionnel et en support, en fait tu dois te l'apporter de façon autonome, et après bah, ça fait que tu es une personnalité forte et c'est très bien. Et tu as aussi l'exemple du contraire. Quand tu vois ça, tu te dis je veux pas être une personne comme ça dans ma vie, tu vois. Et du coup, je pense que c'est ça qui m'a aussi beaucoup appris sur ma confiance et tout. Ouais. C'est vraiment le fait de me dire, je serai jamais comme ça. C'est l'exemple de ce que je ne veux pas être. C'est exactement ça. C'est vraiment le truc de se dire, ce sera tout l'inverse. Eh bien, merci d'être venu et puis à une prochaine. Ouais. Au revoir. Avec plaisir.